Bonjour à toutes et à tous. Donc, j'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement installés. Donc, vous assistez aujourd'hui à un atelier sur les métiers verts de la construction. Cet atelier durera maximum 1 heure. Il vous est demandé de désactiver votre caméra, votre micro et votre caméra durant toute la présentation. Si vous avez des questions, l'espace de chat vous est ouvert et on répondra à la fin de la présentation. Donc, le programme de la journée est le suivant. Nous allons commencer par une présentation des métiers par 3 de nos formateurs de l'EFP. Ensuite, les responsables et collaborateurs des pôles construction et art vous présenteront les modalités des différentes formations. Après, la déléguée à la tutelle abordera la pratique d'un stage en entreprise. Et enfin, une séance de questions-réponses sera organisée. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat durant toute la présentation et à la fin, nous vous répondrons avec grand plaisir. Donc, voici nos invités pour cet atelier. Nous avons dans les formateurs de l'EFP, M. Pierre Paquin, qui est entrepreneur de jardin et architecte paysagiste, Raphaël Doumier, qui est arboriste, et Max Hurtaud, qui est fleuriste. Donc, nous avons dans le personnel de l'EFP et du SFPME, nous avons Mme Valérie Vandenberg, qui est responsable du pôle construction, Gaylor Deban, qui est collaborateur au pôle art et médias de l'EFP, et Mme Soumaya Srifi, qui est déléguée à la tutelle au SFPME. Et nous avons moi-même, qui suis animatrice de cet atelier. Voilà. Et juste à temps, nous avons Pierre Paquin qui vient d'arriver et qui va pouvoir nous présenter le métier d'entrepreneur de jardin, mais j'attends que son son arrive, à mon avis. Sinon, nous allons passer peut-être plus vite. On va d'abord peut-être faire Raphaël. Ça va? Et puis, on va passer à Pierre. Raphaël Dounier va nous présenter le métier d'arboriste. Donc, Raphaël, pourrais-tu nous décrire une journée type, s'il te plaît? Une journée type en élagage en tant qu'arboriste grimpeur, ben, c'est d'abord une préparation du chantier au dépôt. Et puis, dans une autre phase, on arrive sur chantier. Alors là, on prend connaissance du chantier, des risques, des contraintes que peut représenter le chantier. On a une mise en place de chantier. Et puis après, il y a toute une phase d'installation du matériel, des cordes, etc. pour grimper dans l'arbre. Et puis, on a, c'est un travail qui, comment dire, se travaille toujours en binôme minimum. Et donc, on a toujours quelqu'un qui reste au sol et une personne qui grimpe dans l'arbre. Et la personne qui grimpe dans l'arbre, en fonction des objectifs du chantier, ben, va soit tailler ou abattre un arbre, avec toujours avec cette communication en binôme avec son homme de sol. L'homme de sol qui, lui, va gérer tous les rémanents au sol et pour l'évacuation, etc. Et puis, alors, une fois que le travail est fait, on a toute la partie nettoyage de chantier et puis on range le matériel et on rentre au dépôt pour ranger le matériel. Ok, merci Raphaël. Tu pourrais nous citer quelques avantages du métier d'arboriste? Alors, premier avantage en cette période de Covid, c'est certainement d'être dehors Ah oui, ça. et de ne pas être cloîtré chez soi. L'avantage, bah, ce sont les métiers passion. Donc, il faut aimer être à l'extérieur, le travail physique intense et travailler en hauteur. Donc, les avantages, ça va dépendre de l'individu aussi en tant que tel, parce que ça demande d'abord beaucoup d'aptitude, on va dire. Ok, merci Raphaël. J'interromps juste 2 minutes la présentation. Il est demandé aux participants de bien désactiver leur caméra et le son parce que cette séance est enregistrée en fait. Merci. Désolée Raphaël. Pas de Est-ce que tu souci. pourrais du coup aussi nous parler de quelques éventuelles contraintes du métier? Bah, Éventuelles. j'y répondais en même temps que les avantages. Donc, les avantages, c'est de pouvoir être dehors et profiter C'est de ça. l'arbre dans la passion. L'inconvénient, c'est qu'on doit travailler par tout temps, qu'il fasse beau, très chaud ou très froid, ou qu'il pleuve. Les inconvénients, c'est que la carrière est aussi limitée dans le temps.
peut définitivement pas faire le même travail à 60 ans qu'à 20 ans, vu la demande physique que le métier exige. D'accord, merci. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu les débouchés que présente ce métier? Alors, ils sont variés, hein, les débouchés sont assez variés, surtout quand on touche au domaine du bois et de l'arbre. Je veux dire, il y a toujours des dérives qu'on peut avoir. C'est un élément, l'arbre et le bois est un élément qui comment dire, fait partie de notre environnement de tous les jours. Et donc, c'est une prise de connaissance du végétal qui permet d'après, par la suite, avoir d'autres dérives. Mais les premières dérives du métier, bah, c'est d'être indépendant, être grimpeur et lagueur. Après, on peut conseiller les communes, on peut faire du diagnostic des arbres, se spécialiser dans ce domaine-là. Après, on peut être toujours homme de sol, on peut être machiniste aussi. Il y a Oui, c'est très varié. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Raphaël. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter à ta présentation? pas spécialement là pour l'instant. Non. D'accord, merci. Ben, du coup, on va passer à Pierre pour le métier d'entrepreneur de jardin. Bonjour Pierre. Est-ce Bonjour que à tu tous veux... et toutes. Voilà. Est-ce que tu veux bien nous Bonjour. décrire une journée type d'entrepreneur de jardin? Tu voulais quoi pour la journée type? Oui, si tu veux Alors, bien. j'ai Merci. justement, vous m'entendez bien, hein? On t'entend très bien. Oh, d'accord, Parfait. super. Très bien. C'est un des gros avantages justement du métier de jardinier, c'est qu'il n'y a pas de journée type. Voilà, dans un jardin, l'horticulture, c'est très ouvert, c'est un large éventail d'activités. Donc, déjà, on peut se lancer soit dans les entretiens, soit dans l'aménagement de jardin. Et donc, des journées types, il n'y en a pas. Il y a une journée, on peut faire de la taille, plutôt entretien de jardin, où on fait des tailles, où on fait de la tonte. Ou bien, alors à ce moment-là, c'est plus dans l'aménagement et on va faire de la construction de jardin, où ça peut être très bien de la menuiserie, comme de la petite maçonnerie, comme des plantations, etc. Donc, voilà, c'est vraiment l'avantage du métier, c'est que c'est très, très, très varié. Ça demande un large éventail de compétences, de connaissances. C'est ce qui rend le métier plus difficile d'accès, mais en même temps très attractif. Et je vous ai plus, j'ai plus d'image. Je ne sais pas si vous me voyez. Nous, on te voit et tu m'entends? Oui, je vous entends, mais je ne vous vois plus. Voilà. Ça, c'est bizarre. Là, je ne peux malheureusement pas t'aider. Je suis désolée. Il n'y a pas de Mais problème. tu as bien répondu de toi-même en fait aux avantages et contraintes. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter sur ce sujet-là? Voilà, non, les avantages, oui, justement, ben, c'est comme disait mon collègue arboriste, grimpeur, c'est que on est en contact avec la nature, on travaille sur des êtres vivants. Et donc, ça, c'est déjà un net avantage. Et puis, le fait de la variété, voilà, je reconnecte, des activités. On a beaucoup, c'est aussi un travail de communication parce qu'on est quand même souvent en contact avec les clients Ouais. qui sont généralement eux aussi des passionnés, des amoureux de leur jardin. Donc, il y a Mhm. des relations mutuelles puisque c'est des clients qu'on va revoir peut-être des fois toutes les semaines, tous les 15 jours, en tout cas plusieurs fois dans l'année, où on va travailler avec eux sur l'évolution de leur jardin. Donc, il y a une certaine aussi complicité qui se crée avec la clientèle. Donc, voilà, c'est un des grands avantages du métier aussi, quoi. Mais c'est beaucoup le fait de varier très fréquemment le jardin. Les activités fait que vraiment ça rend, ça peut être, c'est passionnant pour ça. C'est super. Et au niveau inconvénient du métier, est-ce Alors, que, les à part que c'est à inconvénients, l'extérieur, ben voilà, comme c'est un métier d'extérieur, c'est vrai qu'on est les premiers à profiter du soleil, à bronzer, les premiers à subir les affres de la météo, la pluie, le vent, la neige, le gel, etc., etc. Voilà, c'est une habitude à prendre. Et puis, ben, un des inconvénients aussi, mais enfin, qu'il faut connaître et apprendre à gérer, ben, c'est l'usure physique, oui, du métier. Ça demande pas mal d'énergie. Et donc, si on veut faire carrière dans les jardins, il faut apprendre à se ménager, à avoir une certaine hygiène de vie pour pouvoir prolonger jusqu'à sa pension, quoi. Il faut ménager son corps. oui,
Ça peut être une des contraintes, ouais, mais en même temps, c'est aussi une qualité également parce que on est en activité permanente, activité physique, on entretient aussi ce physique, mais il faut faire attention à ménager également. On en prend bien note. Et tu pourrais nous décrire, nous citer quelques débouchés du métier d'entrepreneur de jardin? Alors là, les débouchés, ils sont multiples également, hein, puisque donc on peut être évidemment soit indépendant, soit salarié. Et puis, donc en tant que salarié, ça peut être pour une entreprise privée, ça peut être pour une commune, pour des services publics. On peut travailler aussi pour certaines collectivités ou des associations. Quoi d'autre encore? On peut faire du coaching pour les. Et puis quoi d'autre? Donc, si on est indépendant, alors on peut aussi se spécialiser dans certains domaines. Justement, alors ça peut être l'entretien, ça peut être l'aménagement de jardin, ça peut être dans les terrasses, la maçonnerie, ça peut être dans l'arrosage automatique, ça peut être dans l'éclairage des jardins, etc. Donc, les débouchés sont énormes. Nombreux, ouais. Jusqu'à l'enseignement. Eh ben, ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Tu as quelque chose à rajouter ou tu as tout dit? Non, pas spécialement, juste pour dire en tout cas que les débouchés sont énormes et que du travail, on n'en manque pas. Ah, bah ça, c'est une bonne nouvelle. Un métier d'avenir où vous êtes certain d'arriver et d'aboutir à quelque chose, à un métier où il y a de l'activité et il y a de l'argent à prendre. Eh ben, parfait. C'est de la guerre quand même. Oui. Ok, je répète juste que les caméras et les micros doivent être désactivés pour les participants. Je suis désolée, cette séance est enregistrée en fait. Merci beaucoup. Oui, je suis désolée. Est-ce que vous voyez comment désactiver votre caméra? Désolée, j'interromps parce que c'est quand même essentiel et je vois que il faut appuyer sur la petite caméra et juste mettre désactiver. Voilà, parfait. Merci beaucoup. Merci, hein, Pierre, pour ta présentation. Oui. Du coup, maintenant, on peut passer à Max qui va nous présenter le métier de fleuriste. D'abord, bonjour tout le monde. Alors, une journée de fleuriste type, c'est pareil, on n'en a pas forcément. Tout dépend un peu de chaque magasin, de chaque type de fleuriste. Je partirai plus sur une semaine type, en fait, au final, parce qu'il y a un jour où il y a l'arrivage des fleurs avec le nettoyage des fleurs. Il y a un autre jour où on va se consacrer plus à la création pour la vente en boutique. Mais entre-temps, on peut avoir des commandes qui tombent. On peut avoir un événement qui va casser tout le planning de la semaine. Donc, on n'a pas forcément la journée type. Faut juste être très flexible au niveau du travail. Voilà, c'est surtout ça. D'accord. Ah bah super, merci beaucoup Max. Est-ce que tu pourrais nous présenter quelques avantages du métier? Alors, d'abord, le premier avantage que j'ai, c'est on travaille le vivant, on travaille le végétal. Et en fait, c'est super mentalement et psychologiquement, ça fait du bien, déjà. C'est reconnu comme limite comme un antidépresseur, un peu comme le bois au final. Donc déjà, c'est quelque chose à ne pas négliger. Ensuite, on a quand même la chance de pouvoir travailler donc les fleurs, les odeurs, avoir toujours de la couleur tout au long de l'année, même quand il fait gris, on a toujours de la couleur autour de nous. Donc ça, c'est aussi un avantage psychologique. On a aussi l'avantage du métier, c'est qu'on a la créativité. Donc, on peut avoir des créativités totalement différentes d'une personne à l'autre, mais tant qu'on se retrouve personnellement dans ce qu'on fait et qu'on s'amuse, ça, c'est vraiment l'avantage qui est génial, quoi. Voilà. C'est beau à entendre. Est-ce qu'il y a quelques inconvénients que tu pourrais citer? Alors, il y a des beaux avantages, mais il y a aussi des mauvais inconvénients, un petit peu. Au final, les contraintes, donc, on travaille quand même beaucoup avec l'humidité. Donc, il faut quand même être costaud sur l'humidité, il ne faut pas avoir des problèmes de rhumatisme. Comme je dis, il faut être flexible. Donc, souvent, un fleuriste, ce sera du lundi au dimanche.
jours fériés, il n'y a pas les vacances. Voilà, le jour de Noël, les vacances de Noël, ça on ne connaît pas. Là c'est le 1er mai, la semaine prochaine, c'est la fête des mères. Donc, c'est 2 semaines où on fait des heures de fou et des heures supplémentaires, il faut que je le dise. Parce qu'il y a bien sûr, il y a des lois pour le travail, mais il faut s'attendre à faire des heures supplémentaires. Hein. Voilà, en moyenne, un fleuriste en fête des mères, il tourne entre les 60 et 70 heures par semaine. Voilà. Ouais. Je préfère le dire parce qu'on ne le dit pas forcément en officiel, mais moi, je préfère le dire comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise, quoi. Mais c'est un métier passion. Donc, il y a certaines contraintes qu'on sait passer au-dessus parce que quand on aime son métier, il n'y a pas de souci. Et après, au final, à part la flexibilité au niveau des heures et l'humidité, le froid, porter des charges lourdes aussi quand même, parce qu'on ne fait pas que des fleurs en mettant 10 tulipes dans un bouquet, mais ça m'arrive de faire des bouquets qui sont super lourds ou les bacs de fleurs qui sont de l'arrivage. Ça aussi, c'est quand même... il y a des façons de tenir ces bacs pour ne pas se péter le dos, par exemple. Voilà, surtout ça. Il faut juste se ménager. Ok, parfait. Et tu pourrais nous décrire un peu les débouchés du métier? Alors oui, alors en ce moment, alors j'ai envie de dire merci au Covid. Le Covid a fait exploser le marché des fleurs. Ah, ça, c'est une bonne Donc, nouvelle. les fleuristes cartonnent depuis, allez, peut-être pas le premier confinement, mais le deuxième confinement, ils ont cartonné. Et là, c'est encore un truc de dingue, quoi. Donc, il y a quand même le fleuriste en boutique qui est le fleuriste de base. On peut aussi maintenant, grâce aux réseaux sociaux, et c'est aussi une partie de mon travail en plus, c'est être fleuriste influenceur. Donc là, moi, je suis aussi également dans cette branche. Donc, on a la chance de pouvoir faire quand même des chouettes choses, de publier ce qu'on aime et que les gens soient réceptifs à ça. Ce qui nous permet de faire après des démonstrations, donner des cours. Donc, bien sûr, je forme à l'EFP, mais avant Covid, je formais un peu partout dans le monde et je faisais des démonstrations dans le monde. Vraiment, quand je dis le monde, ça restait pas l'Europe. Je partais une semaine en Chine, une semaine j'étais en Bolivie, j'ai fait les États-Unis pour 3 jours après être en Inde. Donc vraiment, grâce à cette partie influenceur, j'ai vraiment eu toute la chance de voyager en plus. Il y a fleuriste qui peut être dans son atelier, juste sans avoir un magasin, mais un atelier qui fait sur commande, comme un fleuriste qui va vraiment se concentrer sur les mariages et les événements, donc fleuriste événementiel. Voilà, il y a vraiment le fleuriste type et toutes ces branches qui sont pas négligeables et qui se développent. Bon, forcément, l'événement, en ce moment, c'est plus compliqué, mais je pense que 2022, par exemple, ça va être une année où ça va reprendre et qu'on n'aura jamais assez de week-ends dans l'année pour tenir. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Max. Pas de souci. Merci beaucoup à vous trois pour toutes ces belles présentations. Maintenant, je laisse la parole à Valérie et Gaylor pour nous décrire les modalités des différentes formations. Valérie, Gaylor. Oui, alors bonsoir à tous. Je prends la parole pour commencer, puisque ce sont les entrepreneurs de jardin. Donc, pour la formation entrepreneur de jardin, donc, il faut savoir qu'on a 2 types de formations. Nous avons la formation apprentissage et la formation chef d'entreprise. En apprentissage, pour pouvoir avoir accès à la formation, il faut avoir 15 ans accomplis et avoir fréquenté au moins 2 années du premier degré de l'enseignement secondaire. Pour la formation chef d'entreprise, donc c'est une formation adulte et là, il faut avoir minimum 18 ans pour pouvoir s'y inscrire. Alors, au-delà des 18 ans, mais il faut avoir un minimum, un titre minimum du 2e degré de l'enseignement secondaire ou une 6e professionnelle ou encore un certificat d'apprentissage. Mais il est également possible pour toutes les personnes qui n'auraient pas de titre en sa possession de s'inscrire à la formation en présentant un test d'admission, qui est un test de mathématiques et de français. Vous présentez le test. Si vous réussissez le test, vous pouvez bien entendu vous inscrire par la suite. Alors, en ce qui concerne la formation arboriste, donc c'est une formation qui est un peu plus particulière dans le sens où la durée de formation est un peu plus courte que les formations de base et donc c'est une formation qui se déroule sur 2 années de formation. J'ai vu qu'il y avait déjà une petite question qui était passée par rapport aux cours, etc. Donc, il y a vraiment une grosse majorité des cours qui se donnent en extérieur
Et bien entendu, le présentiel est important puisque c'est de la grimpe et vous apprenez effectivement comment placer le matériel, comment grimper aux arbres, etc. Donc, c'est une formation qui doit bien entendu se donner en présentiel. Vu la situation qu'on a connue cette année, il est clair que certains cours théoriques peuvent se donner en ligne. On ne sait pas très bien vers quoi on va et comment ça se passera dans le futur, mais en tout cas, la formation se donne logiquement en présentiel. Alors, pour pouvoir accéder à la formation arboriste, donc de nouveau, les conditions d'accès sont les mêmes que pour les entrepreneurs de jardin. Si pas de diplôme, possibilité de présenter un test d'admission. Mais en plus de cela, pour la formation arboriste, vous êtes obligé de participer à une séance d'info qui est obligatoire. Alors, la séance d'info, il y a bientôt une petite séance d'info qui sera tournée et qui sera enregistrée, qui sera disponible sur notre site Internet. Et donc, quand vous aurez suivi la séance d'info, à ce moment-là, vous pourrez effectivement voir pour les démarches pour vous inscrire parce que après la séance d'info, il y a un test de grimpe obligatoire qui est à présenter, où là, on vérifie vos aptitudes. Raphaël donnera peut-être un petit mot par rapport à ce test de grimpe par la suite. Mais bon, tout cela doit se faire effectivement avant l'entrée en formation. Alors, je ne vais pas être beaucoup plus long parce que je vais laisser peut-être la parole à Gaylor aussi pour le métier de fleuriste. Si vous avez des questions, si vous avez des infos plus complémentaires concernant les contenus de cours, etc., je vous invite à aller sur le site de l'EFP. Vous avez des fiches métiers sur lesquelles tout est détaillé, le nombre d'heures par année, les cours, etc. Et si vous n'avez pas trouvé votre bonheur en vous rendant sur le site Internet de l'EFP, vous pouvez également envoyer un email au pôle construction. Je pense que dans le chat, Anne a déjà donné l'adresse mail du pôle et donc on se ferait un plaisir de répondre à toutes les questions pour lesquelles on n'aurait pas pu répondre lors de cet atelier. Voilà, donc je vais passer la parole à Gaylor pour les métiers de fleuriste. Merci Valérie. Et donc, concernant les fleuristes, les conditions d'admission sont identiques à celles d'entrepreneurs de jardin, donc à savoir être majeur, être détenteur d'un second degré ou sixième d'enseignement professionnel, certificat d'apprentissage, ou bien effectivement d'avoir présenté le dossier d'admission. Cette formation, elle se déroule effectivement donc sur 3 ans. Mais selon 2 cycles bien distincts. La première année est dite une année préparatoire où vont se concentrer vraiment l'acquisition des connaissances de base, ce qu'on appelle le b.a.-ba du métier. Cette année est vraiment extrêmement importante à tel point qu'en fin d'année préparatoire, vous avez une épreuve pratique pour laquelle un minimum d'heures de pratique professionnelle est requise. Donc voilà. Et suite à cela, vous enchaînez effectivement sur 2 ans de cycle chef d'entreprise en tant que tel, où là, en plus des cours professionnels, vont venir s'ajouter les cours de gestion. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour et pour une fois, je n'ai pas été trop long. Donc voilà, effectivement, si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc voilà, je vais te laisser du coup la place à Aricia pour la suite de la présentation. Merci beaucoup à vous, Valérie et Gaylor. C'était très clair. Maintenant, je laisse la parole à Soumaya qui va nous parler de la pratique en entreprise. Je t'en prie, Soumaya. Voilà, je pense qu'on m'entend. Oui, très bien. Très bien. Voilà, bonjour. Dans un premier temps, qu'est-ce que l'alternance? Il faut savoir que l'alternance est une méthode pédagogique qui est en 2 temps, 2 lieux, c'est-à-dire travailler tout en apprenant, donc avec une formation pratique en entreprise et une formation technique et théorique au centre de cours. Alors, au niveau du contrat, donc c'est un contrat qui est signé, c'est un contrat tripartite qui est signé entre l'apprenant, l'entreprise et le délégué à tutelle. Alors, quel est le rôle du délégué à tutelle? Le délégué à tutelle est le référent entre l'apprenant, le patron formateur, donc l'entreprise, et le centre de formation. Donc, c'est lui qui accompagne l'apprenant tout au long de sa formation, qui l'aide éventuellement à choisir un métier qui pourrait au mieux en tout cas lui convenir. Le délégué à tutelle est là aussi pour établir un parcours de formation, c'est-à-dire pour la durée, comme vous avez entendu. On a certaines formations qui sont en 2 ans, d'autres en 3 ans, certaines en 1 an. Et donc, le stage dure la durée de la formation, évidemment.
Alors, il faut savoir que Dégâts-Tutelle est là aussi pour vous aider à la recherche d'un patron. Donc, c'est-à-dire que le jour où vous décidez évidemment de suivre un stage, qu'il soit obligatoire ou pas, en tout cas, il est vivement conseillé. Le Dégâts-Tutelle est là pour vous aider dans votre recherche de patron, et donc il ne faut pas hésiter à aller voir vos Dégâts-Tutelle. En l'occurrence, ici, pour ces métiers-là, ce sera moi. Alors, le Dégâts-Tutelle aussi est là pour veiller au respect de la convention de stage ou du contrat, tant pour la partie qui est vue au centre de cours que pour la partie vue en stage en entreprise. Il s'assure aussi de la présence régulière en entreprise et de la présence donnée au cours au centre à l'UFP. On a aussi un rôle de médiateur. On est là pour aussi vous aider à trouver la meilleure solution quand ça peut mal se passer en entreprise, évidemment. Et on a aussi le rôle de conseiller et d'accompagner les entreprises dans toutes les démarches qui sont liées à la formation des apprenants. Alors, il faut savoir que le stage, on est resté de manière générale sur un horaire de 38 heures semaine. Et c'est un stage qui est rémunéré. Donc, l'allocation de stage varie en fonction de l'année dans laquelle on est. Mais pour vous donner un exemple, en première année, on est à 464 € plus ou moins. Et pour la dernière année, on arrive à 928 €. Donc, pour la partie chef d'entreprise, formation adulte. Et la partie apprentissage, on commence à 276 € et on arrive à un barème de 520 € pour la dernière année. Voilà, donc moi, je terminerai en disant que n'hésitez pas à contacter un Dégâts-Tutelle pour toute question, information, conseil. Et vous trouverez toutes les coordonnées sur le site de l'EFP. Merci. Merci, Soumaya. Oui, donc tu confirmes que pour toutes les formations, le stage est bien obligatoire. Qu'il soit obligatoire ou pas, il est vivement conseillé, du moins. Oui, c'est ça. D'accord. Parfait. Merci beaucoup à tous nos intervenants de nous avoir tout présenté aussi clairement. Maintenant, les participants ont leur moment de réponse à leurs questions. Donc, il y a déjà quelques questions qui ont été publiées dans le chat et donc Anne se fera un plaisir de nous les relayer. N'hésitez pas si vous en avez dans les 10 prochaines minutes. Je vais déjà peut-être relayer quelques questions. Donc, peut-être pour Raphaël, donc comment se passe le test de grimpe, en fait, si un peut donner plus d'informations là-dessus pour la formation d'arboriste. Donc la journée de test de grimpe, c'est une journée où il y a plusieurs tests en fait. On va demander aux participants de venir avec une lettre de motivation, avec un CV. Et puis il y aura un test écrit qui est pas éliminatoire, mais c'est pour une mise de voir quel est le niveau de la personne qui se présente. Et c'est une interrogation au niveau sur le végétal en général, mais on part du principe que personne a une connaissance au préalable. Et puis, il y aura un test physique. On va demander aux gens de courir un petit peu pour voir s'ils ont une condition physique, puisque le métier est physique. Et puis, alors, on va voir si les gens ont une appréhension avec la hauteur. Et donc, on est obligé de les faire grimper pour pouvoir envisager ensemble une formation ensemble. Merci, Raphaël. Alors, j'ai encore comme question, donc peut-être pour Valérie, donc si on souhaite continuer donc à travailler et suivre la formation, donc on peut. Donc comment ça fonctionne, comment on peut s'organiser pour le stage? On peut faire oui, alors la formation arboriste est un peu plus compliquée en termes d'organisation des cours, donc au niveau des horaires. Il faut savoir que de toute façon, tous les formateurs donc, qui donnent cours à l'EFP sont des professionnels qui sont en activité et en fonction évidemment des métiers, on établit les horaires sur base des disponibilités des différents formateurs. Donc déjà au niveau des horaires, moi je ne peux pas vous dire, ben voilà, vous aurez cours tous les lundis de 9h à 17h pendant toute l'année.
Donc ça, c'est pas possible de vous le dire. Les horaires sont vraiment changeants. Maintenant, une fois que vous avez votre horaire en début d'année, on essaye de s'y tenir et donc vous pouvez programmer. Donc pour les personnes qui travaillent et qui devraient se libérer, par exemple, un jour pendant la semaine, vous pouvez programmer au début de l'année toute votre année scolaire. Alors après, effectivement, la deuxième question, c'était au niveau du stage. Donc, comme le disait Soumaya, effectivement, même si le stage n'est pas obligatoire, il est vivement conseillé. En arboriste, de toute façon, le stage est obligatoire. Donc, pour les personnes qui seraient en réorientation professionnelle et qui souhaiteraient éventuellement s'inscrire à la formation, il y a possibilité effectivement de faire un stage non rémunéré, comme on appelle. Et donc, c'est une pratique en entreprise de 250 heures. Pendant lesquelles vous allez essayer d'acquérir le minimum, parce que c'est bien entendu un minimum en 250 heures, on n'apprend pas un métier, mais ça vous permet effectivement d'acquérir un minimum et de pouvoir être en ordre pour passer vos examens de fin d'année. Voilà. Alors, à l'inverse de la convention de stage, la convention non rémunérée se signe avec le pôle de formation, donc avec le pôle construction. La convention de stage se signera avec un délégué à la tutelle. Et la différence aussi, c'est que le délégué à la tutelle peut vous aider dans votre recherche de patron éventuellement, tandis que nous, en tant que pôle construction, ce n'est pas notre job de trouver des patrons pour les candidats qui s'inscrivent à la formation. Et donc, vous êtes un petit peu libre et seul pour chercher éventuellement un patron qui pourrait vous engager pour les 250 heures. Donc, nous, on est le lien entre le patron et vous pour signer le contrat, pour que tout soit fait dans les règles, etc. Mais on ne pourra pas vous donner de liste et d'adresse de patron parce qu'on n'a pas de contact et on n'a pas de liste à vous fournir. Et ce sera un patron sur Bruxelles pour les stages. Voilà, donc bien, effectivement, Anne, tu fais bien de le dire. Donc, effectivement, les conventions non rémunérées ne se signent qu'avec des patrons sur Bruxelles, puisque c'est un accord qu'on a au niveau de Bruxelles et pas de la Wallonie ou d'autres communes hors Bruxelles. Donc, effectivement, ce patron devra effectivement se trouver sur Bruxelles uniquement. Merci Valérie. Alors, j'ai une question pour Max. Quelqu'un nous demande donc si les fleuristes engagent aussi des employés à temps partiel ou est-ce vraiment un métier réservé aux passionnés qui sont prêts à travailler 60 heures semaine? Vous l'avez mentionné dans votre présentation. Alors, oui, il existe des employeurs employant quelqu'un à temps partiel, mais si on démarre déjà comme ça, mais fleuriste, c'est quand même un métier assez dur, donc il faut quand même qu'il y ait la passion, et je le vois avec mes auditeurs en ce moment, il y en a qui n'ont pas eu la passion dès le début et qui arrêtent au fur et à mesure. Voilà. Par contre, ceux qui sont encore avec moi, ils sont mordus, quoi. Et puis je les ai mordus en même temps, donc ils restent. Mais il ne faut pas partir du principe que je veux juste commencer en temps partiel. Parce qu'il y a des périodes, c'est sûr, en semaine creuse, travailler en temps partiel, oui, mais comme je dis, là, c'est le 1er mai, la fête des mères. Il y a des périodes où, voilà, Noël, c'est sûr qu'un 27 heures à Noël, je ne suis pas sûr que ça fonctionne au niveau de l'employeur. Après, je peux comprendre, hein, mais il faut pas, ça reste quand même un métier très passionné. Ça peut être, je le dis et ça fait 12 ans que je suis dans le métier, mais comme les gens qui ont 40 ans de métier, qui disent pareil que moi, quoi. Il faut être passionné. Autrement, donc je préfère être honnête sur ça, quoi. Ne pas s'engager dans quelque chose si on fait juste un temps plein et qu'on n'est pas sûr, quoi. Merci Max. J'avais une autre question, mais je ne sais pas si c'est plus pour toi ou Gaylor. Donc pour la formation de fleuriste, il y a un TFE à rendre en fin de 3e année. Et si oui, en quoi consiste-t-il? Alors, d'après ce que je sais, il n'y a pas de TFE vraiment à rendre à la fin de la 3e année, mais il y a une épreuve pratique où il y a une défense orale d'un projet et de la pratique en plus. Voilà. Oui, en fait, donc pour donner un petit complément d'info, l'examen pratique de fin d'études, en fait, se compose d'un dossier projet que vous devrez défendre oralement devant un jury composé d'informateurs de l'EFP et d'un jury externe également professionnel en activité en fleuriste, et également toute une série de montages floraux à réaliser dans un temps imparti. Donc voilà, globalement. Merci Gaylor. Alors j'ai une petite question pour Soumaya. Donc, concernant le stage en entreprise de jardin, est-ce que de manière générale, les entreprises sont vraiment prêtes à accueillir des stagiaires? Et aussi, est-ce que les femmes trouvent facilement une place?
Alors oui, les entreprises sont, enfin, je dis des patrons, j'en ai, des patrons, on en a. J'ai tous les jours des patrons qui me contactent parce qu'ils souhaitent voilà, avoir des stagiaires, en tout cas de la formation en alternance. Donc il ne faut pas s'inquiéter. Maintenant, voilà, je pense que les patrons, dans un premier temps, ce qu'ils recherchent, ce sont des stagiaires qui ont une motivation, qui sont passionnés par le métier. Ça a été dit, je le redis. Donc oui, des patrons, il y en a, des entreprises, il y en a. Il faut des auditeurs motivés et passionnés par le métier. Et il y avait une question, je pense. Oui, pour la question, donc est-ce que les femmes trouvent facilement leur place oui, dans pour ce les métier? femmes. Peut-être que Pierre... Oui, on n'a pas une majorité d'auditrices, je dirais, dans la formation, mais j'en ai eu, oui, j'ai eu des filles qui ont eu des stages, oui, ça s'est très bien passé, oui, sans problème, c'est ouvert à tout le monde. Pierre, peut-être Pierre? Oui. Est-ce que donc les femmes trouvent facilement une place voilà, en entrepreneur de jardin aussi? Peut-être que tu peux donner ton avis. Oui, il y a des possibilités. Voilà, en classe préparatoire, enfin pour les chefs d'entreprise, on a des femmes qui se présentent. On en a régulièrement 2 par an, 2, 3 par an. Et il y a des débouchés. Moi, je connais personnellement, oui, j'ai une amie qui travaille avec moi, une collègue de travail, qui fait architecture de jardin. Et voilà, qui est plutôt dans le coaching, dans le conseil et la conception de jardin. Mais il y a tout à fait des possibilités, même si ça reste quand même un métier relativement physique. Mais il n'y a pas que ça non plus, quoi. Il y a des techniques, tout ça, qui sont beaucoup plus douces et on n'est pas toujours non plus en train de porter des brouettes ou des sacs de terreau de 50 litres. Hein. Il y a d'autres activités qui viennent être exercées par des femmes, oui, bien sûr. Oui. Merci Pierre. Donc il y a de la place et on les invite même chaleureusement à venir tout à fait. dans les jardins. Merci Pierre. Alors, Anne, si je peux rebondir par rapport à la petite anecdote, je connais personnellement une personne de 60 ans. Elle suit la formation d'arboriste grimpeur. Elle grimpe aux arbres, elle fait le même boulot que les autres. Et donc, elle est en stage. Donc, c'est vraiment, à partir du moment où vous avez la motivation, tout est possible, quel que soit le métier. Oui, tout à fait. Donc, voilà. Merci, Gaylor. Donc, on nous demande aussi, dans une optique de réorientation professionnelle, est-ce qu'on garde ses droits au chômage? Peut-être c'est Soumaya qui pourrait répondre aussi. Quels sont, donc, si les stages rémunérés, donc, voilà. Moi, j'ai envie de dire que c'est du cas par cas. Je ne peux pas répondre à la question là maintenant, c'est du cas par cas. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que des personnes qui sont des demandeurs d'emploi peuvent s'inscrire à la formation et effectuer un stage rémunéré. Maintenant, il y a des démarches au préalable à faire, comme des demandes de dispense et autres. Et donc, les deux, oui, c'est tout à fait possible. Maintenant, voilà, je dis c'est du cas par cas, ce n'est pas nous qui décidons. C'est finalement, ça dépend le candidat, mais c'est voilà, c'est Actiris ou le VDAB ou le forum qui prendra la décision finale. Mais oui, c'est possible. Et est-ce que tu pourrais nous donner peut-être les rémunérations pour les stages? Oui, alors au niveau des rémunérations, donc ça dépend de l'année dans laquelle se trouve le candidat. Mais donc pour la première année, on a un barème de 464,26 cents. Pour la deuxième année, on est à 785,91 €. Et pour la dernière année, on est à 928,80 cents. Ça, c'est pour la formation d'adultes chez l'entreprise. Après, c'est pas un salaire, hein, c'est une allocation de stage. Donc ça, c'est important de le savoir aussi. Après, il faut savoir que c'est un barème minimum. Donc, c'est-à-dire que ça peut être négocié avec le patron et on peut négocier à la hausse, évidemment, ce barème-là. Merci, Soumaya. Je vais revenir vers Raphaël. C'est quelque chose qu'on n'a pas parlé, mais qu'il faudrait qu'on explique. Peut-être qu'il faut acheter du matériel aussi en début de formation, pour la formation d'arboriste, et qu'il y a quand même un budget qui tourne autour des 1 000 € d'achat de matériel. Donc, c'est aussi important peut-être de donner quelques explications là-dessus. En écran, Raphaël. Pas
Pardon. Pas de souci. Toutes ces informations, elles font partie de la séance d'info qui est obligatoire. Donc, il n'y a pas de souci d'y répondre là maintenant, mais c'est important, je pense. Oui, tout à fait. Hein. Donc, effectivement, comme très, très bien souvent, le patron ne fournit pas le matériel ou parce que comment dire, le stagiaire n'a pas trouvé encore de patron et qu'il y a les cours qui sont en cours et que l'école n'a pas de matériel individuel pour chaque candidat, les candidats, pour participer à la formation, doivent investir dans du matériel de grimpe, le matériel d'équipement de protection individuelle, ce qu'on appelle les EPI. Donc, c'est tout ce qui est le matériel de grimpe, avec tout ce qui est les protections de coupe lorsqu'on utilise à la tronçonneuse. Donc, comme tout, on peut faire du low budget, comme on peut exposer le budget également, mais il faudrait compter un minimum, je pense, de 1 200 €. Maintenant, il y a moyen de faire plus, évidemment, mais ça dépend des exigences de chacun et les moyens de chacun. Merci, Raphaël. Alors, j'ai encore des questions concernant les dispenses. Donc, peut-être que Valérie, si tu pourrais expliquer un peu, on peut demander des dispenses dans les cours de gestion, mais aussi peut-être dans les cours théoriques. Voilà, donc effectivement, c'est vrai que je ne l'ai pas signalé tout à l'heure dans la présentation, mais pour faire les formations, donc aussi bien en entrepreneur de jardin qu'en arboriste, pour pouvoir obtenir votre diplôme afin de vous installer comme indépendant, il y a des cours de gestion qui sont obligatoires. Et donc, effectivement, quelqu'un qui aurait déjà obtenu un titre de gestion peut, lors de l'inscription, faire une demande de dispense, introduire un dossier pour effectivement être dispensé. Maintenant, il y a également possibilité d'obtenir des dispenses dans des cours un peu plus spécifiques. C'est pour ça que je vous parlais des programmes de cours qui étaient disponibles sur les fiches métiers qui sont sur notre site Internet. Parce qu'effectivement, si vous avez par le passé suivi des cours en biologie végétale ou d'autres cours bien spécifiques, il y a peut-être effectivement possibilité d'obtenir des dispenses pour des cours bien spécifiques. Ça, ce n'est pas le pôle qui décide, ce n'est pas le formateur qui décide. On a des conseillers pédagogiques qui sont là pour ça, qui analysent les dossiers et qui décident si effectivement il y a possibilité de dispense ou pas. Mais donc, ça se fait, on introduit ces demandes de dispense au moment de l'inscription. Tout à fait. Au cas par cas. Voilà, Aricia, je pense que j'ai fait le tour des questions. Je pense qu'il y a une dernière question concernant le marché de l'emploi pour les arboristes. Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes de jobs disponibles et est-ce qu'il y a des périodes plus remplies que d'autres? Donc ça, c'est pour toi, Raphaël. Je reviens. Oui, bien sûr. Hein. Donc, pour répondre à la question, au sujet de l'emploi, il y a de la place pour tout le monde. Il y a du travail. Il va y avoir énormément de travail également pour différentes raisons. Les deux raisons principales, c'est qu'il y a, l'air de rien, un réchauffement climatique qui a beaucoup d'impact sur les arbres. Et la deuxième raison, c'est que vu que la carrière est un peu limitée dans le temps, il y a un roulement qui se fait naturellement dans le milieu, qui fait qu'il y a de la place au niveau de l'emploi. La deuxième question, c'était si... Il y a des périodes plus calmes. Oui, tout à fait. Hein. Donc, il y a des périodes remplies, oui, l'un ou l'autre. Comment dire, il y a des périodes plus denses au niveau du travail. Ici, on est dans une période un peu plus calme actuellement parce qu'on a fortement travaillé pendant l'hiver, mais à partir, ça se régule en fait en fonction de la législation parce qu'à partir du 1er avril jusqu'au 15 août, on ne peut plus tailler et abattre les arbres pour la nidification des oiseaux. Et donc, ça a fait qu'on est actif autrement. Différents niveaux. On continue à grimper également, mais c'est plus calme que pendant l'hiver. D'accord. Là, je pense que c'est tout. Attends, j'ai retrouvé une question, pardon, j'avais pardon. oublié quelqu'un. Donc, pour la formation de fleuriste,
c'est plus pour Gaylord. Donc, est-ce qu'il est conseillé de s'inscrire rapidement? Est-ce que le nombre de places est suffisamment conséquent? Alors, il faut savoir qu'on inscrit environ entre 15 et 18 personnes. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un atelier et que si on met 30 personnes dans un atelier avec des sécateurs et ce genre de choses-là, je pense qu'au bout d'une demi-journée, on a quelques doigts en moins. Et donc, on va peut-être éviter, ce n'est pas le but. Et puis, c'est un métier qui nécessite aussi de l'espace pour circuler, pour faire ses montages et ce genre de choses. Donc, si vous êtes agglutinés les uns sur les autres, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc, voilà. Alors, se précipiter, peut-être pas, hein, ce n'est pas la peine de foncer sur la première date d'inscription pour vous inscrire. Par contre, n'attendez pas le mois de septembre quand la formation aura commencé parce que clairement, vous n'aurez plus de place. Donc, j'insiste aussi que la formation d'arboriste, c'est aussi une formation, le nombre de places est limité, donc il faudra suivre la séance d'info et passer le test de grimpe. Et alors, encore une question pour Soumaya. Donc, est-ce qu'on doit trouver un stage avant le début des cours ou on peut commencer les cours et trouver son stage par après? Moi, je dis toujours il faut trouver un stage le plus rapidement possible, évidemment, mais tout à fait possible de commencer un stage après avoir commencé les cours. Voilà. Il y a d'autres questions, Anne? Ok, attends, on vérifie. Bon. Alors, pour la formation d'entrepreneur de jardin, est-il difficile de monter sa propre entreprise après la formation? Pierre? Donc ça, c'est pour Pierre, ouais. Oui. Est-ce qu'il est difficile de monter sa propre entreprise une fois qu'on a suivi la formation? Et d'un point de vue financier, Non, ce n'est pas très compliqué. Une fois qu'on a son numéro de TVA, après, c'est facile. Enfin, c'est facile parce que généralement, on commence déjà par faire des petits jardins des voisins, des membres de la famille. Et puis, ça, comme ça marche beaucoup par le bouche à oreille, on arrive vite à se faire une clientèle assez conséquente, vu qu'il y a le travail est vraiment abondant dans le métier. On fait de plus en plus à ses espaces verts, à son jardin. Donc, on fait appel à des professionnels. Tout ça. C'est très facile. Surtout qu'il ne faut pas non plus un grand investissement au départ. Enfin, voilà, il faut avoir son petit véhicule et puis après, un sécateur, un taille-haie et puis une petite tondeuse. Ça, il y en a pour peut-être 1 500 ou 2 000 euros pour démarrer, quoi. Puis après, au fur et à mesure, on va investir, tout ça. Mais sinon, non, c'est simple. C'est relativement simple. merci Pierre. Voilà. C'est tout, Arissa. On va voir, c'est quand même beaucoup de courage. Mais après, ça va tout seul. Ok. Eh ben, super. Merci pour toutes ces réponses. Je pense que si jamais, de toute façon, les participants ont encore des questions, ils pourront les poser. Je vais donner les coordonnées de contact par la suite. Donc, les inscriptions commencent à partir du 10 mai. Vous aurez un formulaire d'inscription, que ce soit pour une formation pour apprentissage ou une formation adulte. Le formulaire d'inscription sera disponible sur le site de l'EFP à partir du 10 mai. Comme ça, vous le savez. Alors maintenant, je vais lancer un petit sondage. Je vais vous demander de prendre 2-3 minutes de votre temps pour y répondre, si vous voulez bien. Je vais le lancer maintenant. Voilà. Donc, on prend 2-3 minutes et puis après, on clôture l'atelier. Merci à tous d'avance. Aricia, si je peux encore juste prendre 2 petites minutes la parole parce que j'avais vu... Vas-y, je t'en prie, les gens répondent au sondage de toute façon pour l'instant. Vas-y. Voilà, donc j'avais vu passer une question par rapport au test de grimpe pour savoir si effectivement il y avait déjà des dates qui étaient communiquées et donc les dates ne sont pas encore fixées. On va probablement d'ici 15 jours mettre toutes les infos sur la fiche métier sur notre site internet. Donc, comme ça, pour les personnes qui souhaitent s'inscrire à ce test et suivre la séance d'info, d'ici 15 jours, tout sera en ligne. Parfait.
bonne précision. Quelqu'un a quelque chose d'autre à rajouter pendant que les participants répondent au sondage? Il n'y a pas de souci, hein. Si jamais. Sachez aussi que beaucoup de participants vous remercient pour les informations et pour la séance d'information. Donc, voilà. Et pour l'instant, dans les sondages, comme il y a déjà 14 personnes sur 22 qui ont répondu, sachez que la qualité des interventions est ce qui a été le plus mis en avant. Il faut quand même savoir qu'il y a encore des personnes qui ont des questions. Donc, attendez-vous à ce qu'ils reviennent vers vous. Peut-être Valérie, Gaylor. Plus tard, ils reviendront vers vous. Ce sera avec grand plaisir qu'on y répondra. Et bien, tant qu'à faire aussi, on peut remercier les participants pour la qualité de leurs questions, qui étaient très souvent très pertinentes et intéressantes. Bon, je vais clôturer dans 15 secondes, sinon on va s'éterniser. Donc voilà. 5, 4, 3. Voilà, je mets fin au sondage. Donc voilà, le contenu et la qualité des interventions est très apprécié. Donc, je ne sais pas si vous voyez mon partage des résultats, donc je vous le dis. Et vous aurez effectivement des questions qui vous reviendront par la suite. Alors, justement, concernant ce sujet, vous pouvez nous contacter sur info@efp.be. Désolée, c'est la fin de journée. Et par téléphone 0800 85 210. Donc, l'accueil vous répondra avec plaisir. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, sur Instagram, LinkedIn, Twitter et YouTube. N'hésitez pas du coup à revenir sur notre site à partir du 10 mai pour voir les informations que Valérie vous a données et pour les formulaires d'inscription. Et merci à tous en tout cas pour votre participation et effectivement pour les questions des participants. Je vous souhaite une excellente journée, enfin fin de journée. Pardon. Bonne fin de journée à tous. Au revoir.